Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose et j'accompagne notamment les personnes qui souffrent de troubles digestifs et de douleurs chroniques pour aller vers le mieux-être, retrouver une alimentation qui leur convient grâce à une approche qui se veut globale. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la thyroïde. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu éloigné de mon centre d'action, à savoir les troubles digestifs. En fait, pas du tout. C'est complètement lié. Parce que les thyroïdes qui ne fonctionnent pas se ressent souvent sur le digestif. Et il existe beaucoup de troubles digestifs chroniques qui sont en lien avec la thyroïde. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que en fait, ça fait suite à un salon auquel j'ai pu participer hier, un salon du bien-être, où je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de problèmes d'hypothyroïdie, mais qui ne sont pas diagnostiqués, ou qui sont traités, mais qui continuent d'avoir des symptômes. Donc, il y a un souci derrière, mais qui encore n'est pas considéré. Donc, je vais orienter un peu cette présentation pour déjà vous expliquer ce qu'est la thyroïde et à quoi elle sert, quels sont les symptômes d'une hypothyroïdie. Donc, je vais parler principalement aujourd'hui de l'hypothyroïdie parce qu'on va dire que 90% des troubles de thyroïde sont plutôt une insuffisance du fonctionnement de cette thyroïde. Vous expliquer rapidement comment elle fonctionne et de là, quelles sont les analyses à faire pour identifier justement un problème d'hypothyroïdie. Et ensuite, voilà, quelles recommandations vous faire en termes alimentaires pour aller au mieux, pour prendre soin de cette thyroïde. Donc tout d'abord, la thyroïde, qu'est-ce que c'est? La thyroïde, c'est une petite glande qui se situe ici, qui est un petit peu en forme de papillon. Cette glande, elle a beau être petite, elle réalise une importance cruciale sur notre santé. Il ne peut pas y avoir de bonne santé sans thyroïde qui fonctionne bien. Cette thyroïde s'occupe notamment de tout votre métabolisme, donc de votre température corporelle, de votre niveau d'énergie, de votre sensibilité au froid, mais aussi de tout ce qui est sécrétion du corps, sécrétion au niveau de la peau, sécrétion au niveau digestif et d'autres encore. Donc la thyroïde joue vraiment un rôle fondamental. Il est aussi fondamental qu'elle fonctionne bien, ce qui malheureusement n'est pas le cas chez beaucoup de personnes. Et donc, je vais vous expliquer que justement, il y a l'importance de bien identifier les soucis, et deux, qu'il existe aussi des moyens d'action que vous pouvez utiliser avant de passer aux médicaments tels que le thyroïde. Donc, les symptômes d'une hypothyroïdie, quels sont-ils? Ils peuvent être très nombreux. Bien sûr, vous ne cocherez sûrement pas toutes les cases. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais déjà, si vous cochez au moins 3 des critères que je vais vous citer, ça vaut la peine de se poser la question et d'aller creuser. Donc, un des premiers symptômes de l'hypothyroïdie, c'est la fatigue. La fatigue chronique, on peut l'expliquer, la fatigue au réveil, où on a l'impression qu'on a un sommeil non réparateur, doit déjà inciter à regarder. Ensuite, on va avoir une température corporelle qui est plus basse, notamment au réveil. Donc, si vous avez une température inférieure à 36,5, c'est un signe. Si vous avez tendance à être frileuse de manière assez régulière, que vous avez des extrémités froides, ça aussi, ce sont des signes. La perte de cheveux, expliquer, alors je ne parle pas de la perte de cheveux normale qui peut survenir à l'automne ou au printemps, mais vraiment des pertes de cheveux qui peuvent être importantes et constantes. On peut avoir aussi dans le cas d'hypothyroïdie un peu important des problèmes de perte de la queue du sourcil. Aussi, donc les personnes qui ont des petits sourcils, regardez votre thyroïde, ce n'est pas normal. Même si votre mère avait la même chose, ce n'est pas normal. D'autres symptômes peuvent survenir, notamment les problèmes de digestion. On peut avoir de la constipation, on peut avoir une mauvaise digestion,
que j'appelle la digestion haute, donc tendance à avoir une digestion lente qui s'accumule un peu, des rots ou en tout cas du reflux, ou ben, des problèmes digestifs un peu plus chroniques peuvent être en lien avec la thyroïde. Et bien sûr, des symptômes connus, on va dire des hypothyroïdies importantes, c'est le goitre, la thyroïde qui commence à gonfler. Un autre symptôme peut être aussi la prise de poids importante, inexpliquée, avec un petit bémol, parce que j'ai plein de personnes qui viennent me voir qui ont des soucis d'hypothyroïdie, mais qui ont des soucis plutôt de poids un peu faible, donc de problèmes pour grossir. Donc là, c'est plutôt en lien avec autre chose, on va dire avec une perméabilité intestinale ou avec d'autres raisons qui peuvent exacerber, qui peuvent entraîner ce problème de thyroïde. Mais du coup, juste le poids, le fait de se baser sur le poids peut être un marqueur un petit peu trompeur. Forcément, à l'inverse, l'hyperthyroïdie, ça peut être un peu les problèmes inverses, plutôt un transit accéléré, une forme olympique, mais trop, on a l'impression d'être vraiment surexcité, d'avoir un cœur qui va la chamade et d'avoir toujours plutôt chaud. Donc ça sera plutôt le problème inverse de l'hyperthyroïdie. Ceci étant dit, comment fonctionne cette fameuse thyroïde? Donc rassurez-vous, je vais essayer de faire simple. La thyroïde donc produit une hormone principale qui s'appelle la T4. La T4, donc c'est un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine avec 4 molécules d'iode. Cette T4 n'est pas une hormone active, c'est une hormone qui peut être transformée en T3. La thyroïde produit aussi un petit peu de T3, mais généralement cette T3 elle vient plutôt de la transformation de la T4, qui se fait au niveau de la thyroïde, mais aussi au niveau du foie ou à d'autres endroits dans votre corps. Comme tout ce qui se passe dans votre corps, toutes les transformations, cette transformation T4 en T3 est sous le contrôle d'une enzyme. Et bien sûr, on a un patrimoine génétique différent, et donc on a un patrimoine enzymatique différent, et donc on peut avoir des enzymes qui fonctionnent plus ou moins bien, de manière plus ou moins efficace selon les personnes. La T4 peut aussi se transformer en une autre hormone qui s'appelle la T3 reverse. La T3 reverse ressemble à la T3, mais à l'inverse de la T3, elle n'est pas active. Donc en gros, elle va venir se fixer sur les récepteurs qui sont positionnés sur la cellule de notre corps, sur les récepteurs à la T3, mais ils vont venir empêcher la T3 de se fixer et donc vont bloquer l'action. Donc on peut avoir une thyroïde qui fonctionne normalement, mais s'il y a trop de T3 reverse, du coup, on va dire que le message ne va pas pénétrer jusqu'à l'intérieur de la cellule, donc vous allez avoir les symptômes d'une hypothyroïdie. Et on parle aussi souvent de la TSH. La TSH, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une hormone thyroïdienne, c'est une hormone qui est produite par l'étage du dessus, donc par l'hypophyse. Cette TSH va venir impacter, va venir moduler votre thyroïde. C'est-à-dire que si la T4 est trop haute, la TSH diminue pour freiner. Si au contraire la T4 est trop basse, la TSH augmente pour booster. Donc, en général, quand tout fonctionne bien, TSH et T4 évoluent de manière opposée. Et le test classique, on regarde la TSH. Si la TSH est trop haute, ça veut dire que la T4 est trop basse, donc hypothyroïdie. Voilà, ça c'est l'hypothyroïdie, on va dire, classique. Le problème, le défaut de ne doser notamment que la TSH, ce qui est souvent le cas, c'est que si votre hypophyse ne fonctionne pas bien, qu'il n'y a pas de bonne communication entre l'hypophyse et la thyroïde, vous pouvez avoir une TSH qui finalement n'est pas informée du niveau de T4. Et donc une TSH qui peut paraître très bien, mais une T4 qui va être complètement dans les choux. Ça peut être problématique, donc déjà nécessiter à minima de doser TSH et T4. Mais comme je vous l'ai dit, la T4 n'est pas une hormone active. Donc, c'est bien, mais en fait, on s'en fout un peu. Par contre, ce qui est important de doser, c'est la T3. Parce que justement, rien ne nous dit que cette transformation T4 en T3 se fait bien. Et il y a à peu près, il
bonne majorité des personnes qui sont hypothyroïdies, qu'on appelle frustes, qui ont tous les symptômes d'hypothyroïdie avec une TSH et une T4 normale, bah, c'est parce que la transformation ne se fait pas. Ou parce que bah, le corps va produire la T3 inverse au lieu de la T3. Et donc, pareil, ça ne vient pas agir. On parle alors d'hypothyroïdie fruste. Donc, dans les dosages, mais il faut doser TSH, T4, T3, déjà à minima. Alors, les analyses classiques remboursées se font dans le sang, donc faites-le dans le sang. Il faut savoir qu'il y a certains médecins, comme le docteur Claes, qui préconisent de les faire plutôt au niveau des urines pour avoir une valeur un peu plus fiable et moins variable. Le problème, c'est que c'est des analyses qui, elles, ne sont pas remboursées, ne sont pas faites dans tous les labos. Donc, en première intention, au moins déjà, faites ces trois-là. Si vous avez toutes ces hormones qui sont OK, mais vous avez encore des symptômes d'hypothyroïdie, dans ce cas, ça va valoir la peine d'aller creuser un petit peu et d'aller doser sûrement cette T3 inverse. Ou d'aller faire un dosage dans les urines pour voir ce qu'il en est. D'autres dosages qui sont intéressants à faire, surtout si dans votre famille, vous avez des problèmes de maladies auto-immunes, un parent, un frère, une sœur de Hashimoto, vérifiez aussi les anticorps antithyroïdiens. Si vous avez déjà d'autres maladies auto-immunes, pareil, vérifiez-les régulièrement, demandez à votre médecin. Sachez aussi que si votre médecin refuse de vous faire ces analyses, parce que la haute autorité de santé recommande seulement de faire le dosage de TSH, le reste ne sert soi-disant à rien. Bon, désolé, ils ont 40 ans de retard. Du coup, si votre médecin refuse, demandez directement à votre laboratoire de faire ces dosages. En France, on a encore le droit de demander les analyses qu'on souhaite. Donc, insistez auprès de votre labo s'il ne veut pas, ou changez de labo. Voilà. D'autres choses qui sont importantes aussi à doser en termes de thyroïde, c'est tout ce qui va être, alors déjà l'iode, comme je vous ai dit, la thyroïde, c'est la L-tyrosine avec les T4 ou T3, donc les hormones thyroïdiennes, c'est 3 ou 4 molécules d'iode autour d'un acide aminé. On se doute bien que si le corps manque d'iode, on va avoir du mal à produire. Si on ne donne pas les briques, c'est difficile de construire un mur. Et bien c'est pareil, donc l'iode, ça se dose plutôt dans les urines, donc soit sur les urines de 24 heures, soit sur les urines du matin. Celles du matin sont parfois moins chères, donc en première intention, pourquoi pas, celles sur 24 heures peuvent être un peu plus fiables, un peu plus précises. Donc ça, ce n'est pas une analyse qui est remboursée, ça va de 20 à 40 €. Donc pareil, demandez à votre médecin si vous voulez, sinon demandez directement à votre laboratoire. Comme je vous l'ai dit, tout ça, toute cette production d'hormones, ces transformations sont faites par des enzymes. Ces enzymes fonctionnent avec ce qu'on appelle des cofacteurs, donc des outils. Comme tout bon ouvrier, si on n'a pas les bons outils, forcément on ne peut pas faire grand-chose. Et bien c'est pareil pour votre corps. Les outils en question, donc c'est l'iode, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fer, le zinc, le sélénium, les vitamines B, notamment la vitamine B12, la vitamine A, la vitamine D. Voilà. Tout ça, votre corps va en avoir besoin, vos enzymes vont en avoir besoin pour produire ces hormones. Donc, c'est aussi important de les doser, peut-être une fois par an, déjà ça peut être bien, mais quand vous avez un problème de thyroïde, pour aller creuser sur la cause de ce problème, d'aller doser, d'aller faire un dosage donc, de ces différentes vitamines et huiles. Donc voilà pour la partie analyse. A priori, je n'ai rien oublié. Maintenant, quelles sont aussi les causes derrière les problèmes de thyroïde, derrière l'hypothyroïdie? Quelles sont les causes? La première cause, c'est déjà ces carences. Ces carences en micronutriments. Comme je vous l'ai dit, si votre corps n'a pas d'iode, s'il est complètement carencé, il va avoir du mal à produire des hormones. Et donc derrière, la thyroïde, elle sort l'IRA. Donc avant de prendre du levothyrox, vérifiez déjà votre niveau d'iode. Vous allez vous voir que, on va dire dans 50% des cas, votre hypothyroïdie, c'est juste un manque d'iode. C'est ballot de se complémenter à vie en levothyrox, alors que rectifier son alimentation et se supplémenter éventuellement de temps en temps peut suffire à régler votre problème.
Autre souci, donc ça peut être justement en lien avec ces carences en micronutriments, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a aussi les problèmes auto-immuns. Donc là, on parle d'une hypothyroïdie d'Hashimoto ou d'une thyroïdite d'Hashimoto. Là, dans ce cas-là, c'est que votre corps génère des anticorps qui viennent s'attaquer à votre thyroïde et la détruisent petit à petit. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est résorbable, ou en tout cas, si c'est pris à temps, on peut revenir en arrière. Déjà en supprimant le gluten. Hein, c'est bête, mais ça fonctionne. Vous pourriez être surpris. Pourquoi? Ça, c'est le docteur Kurland, c'est un médecin qui est basé en Israël, qui est vraiment très, on va dire, un grand ponte dans ce domaine-là, qui a démontré que il y avait des sortes de serrures en fait sur la molécule de gluten qui, quand votre corps a, on va dire, une perméabilité intestinale, donc il y a des bouts de protéines de gluten qui vont passer à travers la paroi intestinale. Le corps, lui, il voit ça comme un ennemi, il envoie ses anticorps dessus qui justement vont se fixer sur ces petites serrures et vont détruire le gluten. Le docteur Kurland s'est aperçu qu'il y avait ces mêmes récepteurs, en fait, ces mêmes serrures qui se retrouvaient sur les cellules de votre thyroïde. Et du coup, le corps, quand il s'attaque au gluten, que ce soit une maladie cœliaque, mais aussi une hypersensibilité au gluten liée aux anticorps IgG, quand il s'attaque au gluten, mais en même temps, il vient s'attaquer à la thyroïde. Voilà. Donc déjà, si vous arrêtez de consommer du gluten moderne constamment, ça va apaiser votre système immunitaire, ça va venir le rééquilibrer et ça peut, en tout cas, vous avez de fortes chances de réguler votre phénomène d'auto-immunité. Là, ça vaut quand même la peine d'essayer. Hein, je dirais, au pire, ça marche. Mais moi, j'ai vraiment de bons résultats avec ça et j'ai échangé avec des médecins qui, eux, travaillent aussi avec des gens qui ont des thyroïdites d'Hashimoto qui sont là depuis plusieurs années. Ils me disaient qu'ils arrivaient même à stopper vraiment et à récupérer une thyroïde quasiment fonctionnelle après plusieurs années. Donc, voilà. Ensuite, autre souci, le déséquilibre hormonal. C'est aussi sûrement pour ça que les problèmes de thyroïde touchent davantage les femmes que les hommes, parce que les hormones sexuelles jouent beaucoup sur cette transformation T4-T3. Le premier déséquilibre, c'est l'excès d'œstrogène, souvent répandu chez les femmes qui ont des troubles prémenstruels. Donc cet excès d'œstrogène, notamment par rapport à la progestérone. C'est bien de faire des tests. Alors déjà, il faudrait les faire complets, analyser œstrogène, progestérone, testostérone. Encore une fois, le problème, c'est que les normes sont gigantesques. On va dire que les normes de santé sont souvent plus étroites, mais ce qu'il faudrait faire, c'est faire le ratio entre les hormones. C'est ce ratio-là, entre notamment œstrogène et progestérone, qui va vous dire si vous êtes en excès d'œstrogène ou en défaut de progestérone, ou l'inverse. Donc l'excès d'œstrogène ou le manque de progestérone peuvent exacerber donc ce problème de transformation T4-T3. Le manque de testostérone peut aussi poser problème. Et ça, avec tous les perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir, on a des hommes qui se féminisent, entre guillemets, mais qui perdent donc ces hormones et qui, du coup, vont aussi voir apparaître des problèmes de thyroïde. Alors qu'en général, les problèmes de thyroïde sont plus l'apanage des femmes, malheureusement. Autre souci, le stress, le cortisol important. Quand on est stressé, on a des hormones qui sont notamment le cortisol qui va être élevé, ça va entraîner par différents mécanismes un blocage aussi de votre thyroïde, donc ça va gêner cette transformation T4 en T3, où on met la production de T3 reverse. Et à terme, trop de stress va créer une fatigue surrénale, voire un épuisement surrénal. Et là vraiment, c'est un phénomène de rétrocontrôle du corps qui va freiner la thyroïde. Pourquoi? Tout simplement parce que le surrénal, c'est un petit peu votre niveau de batterie. Quand le niveau de batterie est presque à plat, donc quand on arrive un peu dans la réserve, votre corps fait tout pour se protéger. Et du coup, il va freiner
la thyroïde, parce que la thyroïde, au contraire, elle active le métabolisme. Là, si elle continue à fonctionner normalement, elle va finir d'épuiser le corps. Donc, du coup, le corps a produit davantage de T3 reverse pour freiner cette action-là et pour freiner tout le métabolisme. Donc, si vous avez un épuisement surrénal ou une fatigue surrénale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau de votre thyroïde, ben, ça ne va pas fonctionner. Et c'est beaucoup le cas des personnes qui prennent du lévothyrox ou qui prennent d'autres plantes pour booster la thyroïde. Derrière, alors, au mieux, ça va agir quelques temps et puis ça se passe la figure. Ben, c'est parce que ça ne sert à rien en fait. Le corps, il réagit et il freine. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est d'augmenter les doses de lévothyrox ou autres pour justement booster encore la thyroïde. Ça ne sert à rien. Votre corps, lui, va faire l'inverse, il va freiner encore plus. Donc, ça va être encore pire. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand, en tout cas, les actions sur la thyroïde ne fonctionnent pas, se poser la question et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'étage du ki et s'interroger sur cette fatigue surrénale. Alors là encore, c'est un sujet un petit peu tabou. On a l'impression que la médecine ne la prend pas en compte, on ne sait pas que ça existe, sauf des cas très rares, des maladies. Pas du tout. Alors déjà, les personnes en burn-out ont un épuisement surrénal, ça c'est par défaut, mais avant d'arriver dans le burn-out, il y a une étape de fatigue surrénale. Et donc ça va se voir en faisant des dosages de cortisone, de DHEA, de prénénolone, voire d'autres neurotransmetteurs. Donc là, je vous recommande vraiment, ça on rentre vraiment dans les détails, donc faites-vous accompagner pour savoir, voilà, pour identifier les signes, et puis pour savoir quel dosage faire, où les faire et comment les amener. Mais donc oui, le stress est vraiment très important dans ce fonctionnement de la thyroïde, de même que les hormones, que l'équilibre hormonal général. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, mais là c'est vraiment pour vous donner les causes les plus fréquentes. Il va y avoir aussi le problème de candidose intestinale qui va pouvoir impacter aussi la thyroïde. Et le phénomène d'inflammation générale du corps. Les personnes qui ont une maladie, enfin un syndrome métabolique, du diabète ou autre, qui ont une CRP ultra-sensible qui dépasse, une CRP ultra-sensible qui dépasse 1, donc une inflammation de bas grade, ça aussi, ça va venir impacter négativement votre diabète. Ceci étant dit, donc une fois que vous avez fait le dosage, enfin tous ces dosages-là, vraiment, voilà, faites-vous accompagner pour savoir quoi faire, identifier le pourquoi de son souci thyroïde et le prendre en charge, je dirais, de manière globale. Et la manière globale, ça commence par l'alimentation. C'est bien beau de prendre des compléments alimentaires, mais si votre alimentation est complètement à côté de la plaque, vous allez pouvoir vous complémenter à l'année. Ce n'est pas le but, on n'est pas là pour manger du cachet. Même si notre alimentation actuelle est un peu dépourvue de nutriments, elle est bien appauvrie par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans, 60 ans, il n'empêche que votre base de travail, c'est quand même votre alimentation, parce que vous avez aussi l'effet matrice, et un nutriment ne sera jamais mieux absorbé que lorsqu'il est apporté par un aliment. Donc déjà, l'alimentation pour la thyroïde, c'est de favoriser les aliments qui sont riches en iode. Donc les plus importants, bien sûr, les produits de la mer, donc les fruits de mer, les coquillages, les crustacés, les poissons, ça va être important, les algues pour les végétariens, hormis la spiruline et la chlorelle qui sont des algues douces, donc il n'y aura pas d'iode dedans. Sinon, toutes les autres, vous pouvez les trouver en tartare, vous pouvez les trouver en paillettes, vous pouvez trouver du sel aux algues. Les algues peuvent servir de condiment ou même en tartare, on peut les mettre sur des petits toasts et autres, ça peut faire un apéritif très sympa. Ça va venir nourrir votre thyroïde. Le sel, prenez plutôt du sel de mer gris, non raffiné. Et éventuellement, vous pouvez aller vers du sel enrichi en iode, mais vérifiez qu'il ne soit pas aussi enrichi en fluor, parce que le fluor va bloquer la fixation de l'iode. Donc finalement, ça va servir à rien du tout. Mais le mieux est encore du sel de mer non raffiné, donc du sel de Guérande, ou similaire. Vous pouvez trouver donc un peu dans les huiles, un petit peu d'eau. Bon, ça va pas être foufou.
Et puis ensuite, d'avoir une alimentation qui soit riche en bonnes matières grasses, qui soit riche en végétaux, bien sûr, pour nous apporter au maximum tous les autres nutriments. Attention, en tout cas pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, déjà, attention aux aliments appelés aliments goitrogènes. Ces aliments, donc, c'est des aliments qui vont empêcher la fixation de l'iode. Donc, le plus connu, c'est le soja. Voilà. Mais vous avez aussi les choux, les moutardes, pas tous les jours, le millet qui en font partie. Donc l'idée, c'est pas de les supprimer complètement, mais c'est de les mettre avec modération, donc 1 fois, 2 fois par semaine, et puis pas mettre tous les jours un aliment goitrogène. Parce que ces aliments ont quand même des atouts, mais c'est toujours pareil, il faut trouver le juste milieu, ni trop, ni trop. Et puis ensuite, attention, je dirais à votre eau, à l'eau, parce que y attention aussi à certains composés, donc le chlore. C'est pour ça que je parlais de l'eau, c'est qu'on a tendance à fortement traiter les eaux du robinet par peur du Covid et autres trucs. Et du coup, ce chlore qu'on va retrouver, c'est plutôt toxique pour nous, mais en tout cas, ça va, là encore, bloquer la fixation de l'iode sur la thyroïde. Donc, soit vous mettez votre eau dans une carafe et puis vous la laissez poser 1 heure à 2 heures à température, enfin, à l'air ambiant, donc ce gaz va s'évaporer. Soit vous filtrez votre eau par une carafe Brita ou par le filtre que vous allez mettre directement sur votre robinet ou sous les pieds. Un autre produit, enfin un autre composé toxique, c'est le perchlorate. Le perchlorate, en fait, c'est un composé chimique qu'on retrouve beaucoup dans les munitions, dans la poudre des munitions. Et c'est quand il y a eu des guerres, notamment dans le Nord, on trouve des eaux qui étaient et qui sont encore riches en perchlorate, riches, donc pareil, entre guillemets, ça ne peut pas exploser les spores, mais à l'eau, on en consomme quand même beaucoup. Et donc, ces munitions qu'on retrouve dans le sol, l'eau suinte dessus, hop, ça finit dans les nappes phréatiques, et ça, on va le retrouver dans les eaux de robinet. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de problèmes d'iode, de problèmes de goitre chez les femmes, même chez les personnes en général qui habitaient dans le nord de la France. C'est des zones, il y a eu beaucoup, enfin, qui ont dû passer beaucoup de guerres, et donc les sols sont aussi beaucoup plus riches en perchlorate. Et le dernier, c'est le fluor, que je vous ai cité tout à l'heure, qu'on va retrouver principalement dans le sel et puis dans tout ce qui est produit pour la bouche. Donc attention, évitez le fluor, absolument. Et enfin, les dernières choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est tout ce qui va contenir des composés qui sont des perturbateurs endocriniens, comme je vous l'ai dit, des déséquilibres au niveau hormonaux vont créer des déséquilibres hormonaux, oestrogènes, testostérone, progestérone, vont impacter la thyroïde. Et du coup, tous ces perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans les emballages en plastique, dans les casseroles avec les fonds en Tefal et autres qui sont abîmés, dans les produits de nettoyage, dans les produits pour la peau, tout ça est hautement toxique pour nous. Donc, vraiment, aller faire un ménage de placards, aller virer vos plastiques, vos vieux plastiques, vos vieilles casseroles, investissez dans du bon matériel, donc des boîtes, notamment plutôt en Pyrex, en inox ou en céramique, des casseroles, soit en inox, soit si vous préférez le Tefal, il faut prendre la décision dès qu'elles sont un petit peu rayées de les dégager, éviter toutes les moules en téflon aussi, et pour le produit de nettoyage, partir sur du basique, le vinaigre, le savon noir, le bicarbonate. Vous allez voir, vous allez faire des économies. Votre maison ne sera pas forcément moins propre, et par contre, ça fera aussi du bien à votre corps. Donc, voilà pour les principales informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, vraiment, que vous soyez sous traitement pour la thyroïde ou pas, je vous encourage à écouter vos symptômes, à faire confiance à votre corps. C'est votre corps qui sait mieux que tout le monde ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et du coup, même si vos analyses vous disent ça va,
mais que vous avez plusieurs symptômes qui peuvent évoquer une thyroïdite, posez-vous la question et allez creuser. Si votre médecin ne vous accompagne pas, combinez avec un nutrithérapeute, un micronutritionniste ou consulter un médecin formé dans la médecine fonctionnelle qui va avoir peut-être une vision un petit peu plus large. Donc, c'est pas ou hein, ça se combine, mais c'est bien d'avoir une version large et holistique. Pas pour juste cacher le symptôme, mais pour le prendre pour gérer la cause du problème. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions, des interrogations, ou bien sûr si vous souhaitez être accompagné dans la prise en charge naturelle de votre thyroïde. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.